Bonjour tout le monde. Est-ce que vous m'entendez bien? Non, pas trop. Il faut que je... Voilà. Et comme ça va? D'accord. Alors, du coup, je suis venue vous présenter le programme de soutien aux familles à la parentalité qui est donc PSFP. Ce que je vais faire, c'est que je vais découper mon intervention en plusieurs morceaux. Je vais déjà commencer par vous présenter Promotion Santé. Et je vois que je me suis pas présentée. D'ailleurs, je suis Cécile Gaborio et je suis chargée de projet à l'association Promotion Santé Nouvelle-Aquitaine. Donc, je vais vous présenter bien sûr notre association. Ensuite, je vous présenterai le programme, bien sûr, et son lien avec le développement des compétences psychosociales. Je vous présenterai aussi rapidement les résultats de la recherche, puisque du coup, c'est un programme probant. Les résultats, enfin, on a eu le rapport d'évaluation qui est assez récent, parce qu'il est arrivé en France, je vais vous faire tout l'historique, mais en 2010, mais on a eu le rapport d'évaluation là tout récemment en 2023. Et puis après, je vous expliquerai la mise en œuvre et la façon dont on met en œuvre le programme PSFP sur notre région Nouvelle-Aquitaine. Et donc, je ferai aussi un focus sur la Nouvelle-Aquitaine. Alors, Promotion Santé Nouvelle-Aquitaine, donc c'est une association loi 1901, qui a pour mission la santé pour tous et donc avec un gros focus sur la réduction des inégalités sociales de santé. Et pour ça, en fait, on va avoir, alors je pense que vous voyez bien, il y a écrit dessus, bon, je vais vous l'expliquer de toute façon, avec une offre de service globale. Il faut savoir qu'on est financé en grande majorité, à 90% quasiment par l'Agence régionale de santé, pour permettre d'offrir ces missions de service à l'ensemble des acteurs du territoire de la Nouvelle-Aquitaine. Donc, on a une offre d'accompagnement qui nous permet d'accompagner à toutes les étapes des projets, les acteurs dans leur pratique et dans leurs projets de développement de la promotion de la santé. On a aussi des missions ressources, donc on a du coup 12 antennes en promotion santé Nouvelle-Aquitaine. Il y a 12 départements, une antenne dans chaque département de la Nouvelle-Aquitaine, avec dans chaque antenne un centre de ressources qui nous permet de mettre à disposition du matériel pédagogique en majorité, mais on a aussi des ouvrages, des revues, etc. Qu'on met à disposition des acteurs du département. Et on a aussi toute une offre numérique. Voilà, j'ai pas prévu de vous présenter aujourd'hui, mais du coup, je vous invite à vous rapprocher de vos antennes en département pour connaître l'offre plus précisément. On a aussi un catalogue de formation, donc avec différents types de formations. On a une certification Calliope. On a des formations qui sont qu'on appelle nous les formations socles, qui sont elles financées par l'Agence régionale de santé. Je pense notamment à la méthodologie de projet, animer des séances collectives, par exemple en éducation et promotion de la santé, utiliser des données probantes dans les projets, la littératie en santé. Voilà, tout ça c'est des formations qui sont donc gratuites, on va dire, pour les acteurs puisqu'elles sont financées par l'ARS. Et puis on a après des formations sur catalogue comme l'éducation thérapeutique du patient, l'entretien motivationnel et ce qu'on appelle nous des formations programmes, donc qui sont inclus comme dans des programmes, comme c'est le cas avec PSFP. On en a d'autres, mais PSFP c'est celui que je vais vous présenter aujourd'hui, puisque du coup nos projets, nos programmes, un peu comme viennent de vous être présentés d'ailleurs tous les programmes tout au long de la journée, GBG, Panjo, ça passe par de la formation des acteurs locaux en fait pour mettre en place la promotion de la santé auprès de leur public. Donc, vous êtes tous des acteurs de prévention et de promotion de la santé ici, mais ça semblait important de remettre quand même au centre le poids des déterminants de la santé, et puis parce que on en parle beaucoup dans PSFP aussi. Donc ici, on voit bien apparaître le poids des facteurs socio-économiques et environnementaux sur la santé des populations, bien au-delà du système de soins lui-même ou encore des comportements individuels des personnes, parce que des fois, on a tendance, et notamment quand on parle de compétences psychosociales, à penser que c'est avant tout un travail sur les compétences et les comportements individuels. Or, le travail sur les compétences psychosociales, c'est vraiment un travail global sur tous les déterminants de la santé. Et c'est pour ça que nous, à Promotion Santé, on s'appuie bien sur les 5 axes de la charte d'Ottawa quand on met en place des actions en promotion de la santé. Donc, que ce soit le travail sur la réorientation des services et notamment vers plus de prévention. Effectivement, l'éducation à la santé et de permettre au public de développer des aptitudes individuelles et de faire des choix plus favorables à la santé. Mais c'est aussi renforcer l'action communautaire et développer le pouvoir d'agir
des populations et voilà, des dynamiques de groupe autour de faire des choix favorables à sa santé. Donc, créer des milieux favorables, on va travailler avec les différents milieux éducatifs, familiaux, les milieux du travail, etc., pour travailler sur un environnement global favorable à la santé et bien sûr travailler aussi avec les élus, les collectivités et les différents décideurs qui vont pouvoir aussi orienter des politiques qui soient plus favorables à la santé. Alors je vous passe la petite voilà. Donc tout ça pour vous montrer, en fait je trouvais important de repositionner PSFP dans ce contexte global, puisque le programme de soutien à la famille et à la parentalité, il va toucher différents déterminants de la santé. Effectivement, c'est un programme avec des ateliers actifs, expérientiels, qui vont permettre de développer les compétences psychosociales des enfants et des parents, et donc là toucher plutôt des aptitudes individuelles. On va toucher aussi le milieu de vie, notamment le milieu familial, en renforçant les relations parents, enfin, en facilitant les relations entre les parents et les enfants, en développant des facteurs de protection de la famille. Je reviendrai dessus d'ailleurs parce que vous avez présenté tout à l'heure, quand vous avez présenté Panjo, vous avez présenté les besoins fondamentaux de l'enfant. Sur PSFP, on va aussi s'appuyer sur ces besoins fondamentaux. Donc c'est parfait, ça fait le lien avec tout le travail que vous aurez mené en amont. Et puis on va travailler aussi sur le milieu éducatif de façon globale, puisqu'on va venir former et travailler sur la pratique, les postures et les pratiques éducatives des professionnels qui interviennent auprès des familles. Puisque du coup le programme va venir permettre de transférer des pratiques aussi dans le quotidien des professionnels qui sont embarqués dans le programme. Et puis vous allez le voir quand on va travailler sur la mise en œuvre du programme. Le programme se fait, quand on parle d'implantation du programme, il se fait toujours avec un engagement des villes. On va aller chercher des collectivités, des villes, et de façon à ce que le programme soit intégré dans une dynamique globale autour de la parentalité. Et en général, il va prendre sa place dans une convention territoriale globale, par exemple, et venir alimenter un ensemble d'actions autour de la parentalité. Et du coup, il peut faire le lien avec des programmes comme Panjo, mais aussi tout un tas d'autres programmes qui vont, et du coup d'avoir un ensemble d'actions comme ça qui vont permettre d'avoir une action plus globale sur la parentalité. Pourquoi aussi implanté par les villes? Parce que le programme doit être gratuit pour les familles qui participent au programme, donc c'est important qu'il y ait un engagement des villes à ce sujet-là. Et puis PSFP, c'est pas que la formation des animateurs du programme, ça va être aussi la sensibilisation et la formation de tous les partenaires sur un territoire qui sont en lien avec les enfants et les parents sur le territoire, de façon à aller mobiliser les familles et encore une fois que ce soit ancré dans une dynamique globale sur la parentalité. Donc on va vraiment les réunir et on va former ce qu'on appelle le groupe d'experts et aller chercher tous les partenaires qui vont pouvoir être en lien de près de loin avec le programme. Alors en amont déjà pour pouvoir faciliter la mobilisation des familles, parce que vous doutez bien que c'est pas le plus simple, et aussi pour garantir le suivi des familles, la réorientation des familles pendant le programme s'il y avait des difficultés, et aussi le suivi des familles post-programme, puisque bien sûr ça s'arrête pas au programme des 14 séances. Donc PSFP, c'est un programme de prévention par le renforcement des compétences psychosociales. Donc de tous les membres de famille, puisqu'on va toucher et les enfants et les parents. L'objectif du programme, c'est de travailler sur des pratiques parentales, donc par l'expérimentation d'outils concrets. On va travailler sur la relation parent-enfant, développer les facteurs de protection de la famille, l'attention positive, l'écoute active, la mise en place d'un cadre limitant et sécurisant, la communication efficace, la supervision parentale, etc. Donc c'est là où je fais le lien avec les besoins fondamentaux qui ont été présentés tout à l'heure, puisque du coup, et c'est super intéressant parce que Panjo, il va s'ancrer plutôt sur le méta-besoin de sécurité via le lien d'attachement. Et du coup, dans PSFP, on sait qu'il y a 4 autres besoins fondamentaux qui sont alimentés par ce méta-besoin de sécurité et qui vont en même temps alimenter le méta-besoin de sécurité, qui sont le besoin d'exploration du monde, le besoin d'estime de soi, et aussi le besoin de cadre et de limites sécurisantes pour l'enfant, et puis le besoin d'identité. Et du coup, tous ces besoins-là, ils vont être travaillés à travers le programme PSFP, notamment à travers le développement des compétences psychosociales.
C'est aussi un espace de parole et d'entraide entre les parents, puisque le programme il est basé, c'est dans collectif entre parents, et du coup les animateurs du programme leur objectif c'est pas de donner des conseils sur la parentalité, mais plutôt d'animer un groupe d'échange entre parents en les faisant utiliser à travers des outils ludiques et concrets en fait à réutiliser au sein des familles. Et puis, l'un des objectifs importants du programme, c'est de renforcer la confiance en soi des parents dans l'accompagnement des enfants. J'aime bien rappeler cette phrase, parce que du coup, le ministère de la Solidarité et de la Santé en 2018 avait bien dit qu'il fallait reconnaître les parents comme premiers éducateurs de leurs enfants et les accompagner dans la construction de leurs propres choix éducatifs et de soins dans le meilleur intérêt de l'enfant et de ses droits. Donc c'est là où on s'appuie sur les besoins fondamentaux. Donc l'objectif de PSFP, c'est pas d'orienter les parents vers telle ou telle façon d'éduquer leurs enfants, mais plutôt de les aider à identifier leurs priorités et de les accompagner à atteindre leurs objectifs en s'appuyant sur des outils concrets qui sont proposés dans le programme. Donc à chaque fois sur les slides, je suppose Margot que tu enverras tous les slides. Là vous avez pardon. Il y aura le replay. J'ai mis le lien vers là, parce qu'il existe une plateforme nationale, PSFP est un programme national qui s'appelle Clé Parentalité, et où vous pouvez aller chercher plus de détails. Donc un petit rappel de l'historique du programme. Comme tous les programmes qui ont été présentés aujourd'hui, il vient des États-Unis. C'est à l'époque le docteur Carol Kempfer, qui est psychologue et qui a mis en place ce programme. Alors au départ, il s'adresse à des familles qui ont des troubles addictifs et l'objectif c'est d'aller identifier des compétences chez les parents qui vont éviter le risque que les enfants rentrent eux-mêmes dans des conduites addictives. Donc c'est vraiment un public très ciblé au départ. Et puis au fur et à mesure où il s'est déployé à travers le monde, puisque du coup PSFP il a été adapté dans plusieurs pays du monde. Il est devenu un programme de prévention universelle. Et il est arrivé chez nous en France en 2010. Il a été repéré par Santé publique France. On commence tout juste à parler des compétences psychosociales chez nous en France. Et du coup, Santé publique France recherche dans la littérature internationale des programmes qui ont fait leurs preuves sur le déploiement des compétences psychosociales et sur la réduction des inégalités sociales de santé. Et il propose d'adapter PSFP en France. Et du coup, il va être mis entre les mains du docteur Corinne Rorick, qui est un médecin de santé publique, qui exerce à cette époque-là au CODES 06, qui est un équivalent de l'IREPS dans les Alpes, ex-IREPS, parce que du coup, aujourd'hui, oui, j'ai pas fait le lien IREPS, aujourd'hui, promotion santé. Et du coup, elle est dans les Alpes-Maritimes et elle est chargée de l'adaptation de sa version française pour la tranche d'âge des 6-11 ans. Donc ça se fait entre 2011 et 2015. Il est évalué en même temps par Santé publique France et à partir de 2015, il y a plusieurs régions qui deviennent pilotes en fait dans la mise en œuvre de PSFP avec une évaluation qui est mise en place par Santé publique France, donc à laquelle participe la Nouvelle-Aquitaine, enfin plus précisément le Limousin, puisque à cette époque-là on n'est pas encore en grande région Nouvelle-Aquitaine, et il participe à ce programme pilote jusqu'en 2010. Je suis désolée. Je suis désolée, je vais essayer de tenir jusqu'au bout. Je suis malade en fait. Et du coup, j'ai un petit peu de mal avec ma voix. Je vous demande pardon, c'est un peu gênant pour vous, c'est un peu gênant pour moi. Aurélie, tu viendras prendre ma place si... Donc, je disais, de 2015 à 2019, il y a cette évaluation dans plusieurs régions. Puis en 2010 et de 2017 à 2020, il y a une adaptation de la version pour les 3-6 ans, puisque c'est une grosse demande en fait du public, de pouvoir l'adapter à cette tranche d'âge. Donc en 2019, donc là il y a la fusion des régions.
il y a une proposition qui est faite de former l'ensemble des départements de la Nouvelle-Aquitaine au déploiement du programme. Et du coup, il y a 12 développeurs locaux de l'IREPS Nouvelle-Aquitaine qui sont formés pour le 6-11, puis pour le 3-6. Donc de 2022 à 2023, on poursuit la présentation et la mobilisation et la formation sur plusieurs territoires. Et du coup, en 2024, je vais m'arrêter là puisque du coup, je ferai une dernière slide sur là où on en est aujourd'hui en 2024. Alors, du coup, je ne vais pas rentrer trop loin parce que je ne vais pas vous représenter ce que sont les compétences psychosociales. Je pense qu'ici, vous êtes tous bien au fait de ce que sont les compétences psychosociales. En tout cas, ce qui est important de préciser, c'est que les interventions précoces qui développent les CPS qui développent les compétences psychosociales des parents et des enfants sont parmi les stratégies de prévention les plus efficaces pour lutter contre les inégalités sociales de santé. Donc le lien avec la classification des CPS, je trouvais important de les remettre pour montrer que le programme PSFP, en fait, il cible bien les 3 domaines de compétences qui sont reconnus dans la littérature et notamment dans le référentiel qui est sorti en 2022 par Santé publique France. Donc par exemple, sur les différentes séances de PSFP, on va travailler, il va y avoir des séances qui cibleront plus précisément l'auto-évaluation positive, par exemple, mais aussi la capacité à faire des choix responsables ou résoudre des problèmes de façon créative. De même pour les compétences émotionnelles, il y a une séance qui est dédiée d'ailleurs complètement à l'identification des émotions et à la régulation des émotions. Donc chez les enfants, la régulation de la colère notamment, et chez les parents, la régulation du stress. Et puis on a des séances aussi qui sont consacrées au travail sur la communication efficace, le fait de pouvoir clarifier en fait ces consignes auprès des enfants et de le faire de façon adaptée à l'âge de l'enfant. Tout le travail sur les liens sociaux aussi. Et puis, il y a des séances qui sont vraiment consacrées au fait de pouvoir demander de l'aide, de résoudre des situations de problèmes relationnels. Et il y a des séances, notamment pour les enfants, où on va travailler la capacité à dire non, à résister à la pression des pairs. Donc, on retrouve vraiment de façon ciblée, explicite, tout le travail sur les 3 domaines de compétences. Donc en pratique, PSFP, ce sont 2 heures d'atelier pendant 14 semaines pour les familles. Donc c'est un engagement très important pour les familles qui participent au programme. Ça va s'étaler sur à peu près 3-4 mois. Donc il s'adresse à des familles qui ont des enfants dans la tranche d'âge des 6-11, si on est sur le programme 6-11, ou dans la tranche d'âge des 3-6, si on est sur ce programme-là. Pour le programme 6-11, on est sur 14 ateliers de 2 heures, alors que pour le 3-6, on est sur 12 ateliers d'1h30. Chaque atelier se déroule toujours de la même façon. Il y a un temps d'accueil des familles, qui est un temps de goûter en général, puisque comme on est sur un programme famille, ça va se passer hors des temps scolaires, donc le plus souvent en soirée. Donc en fait, il y a un accueil après l'école, avec un accueil goûter. Puis du coup, les parents et les enfants sont séparés et pris en charge par 2 animateurs différents dans 2 salles différentes, avec un temps où on va travailler sur les compétences parentales, donc les compétences psychosociales des parents, et de l'autre côté, les compétences psychosociales des enfants. Donc le travail se fait en miroir. L'idée de travailler les compétences psychosociales des parents, c'est bien évidemment de renforcer leurs propres compétences pour qu'ils puissent au fur et à mesure développer les compétences psychosociales de leurs enfants. Et du coup, sur la 2e heure, on réunit les familles et elles vont venir expérimenter des outils en famille qu'elles auront vus en fait pendant la 1re heure. Et l'expérimentation se poursuit ensuite à la maison puisque chaque session est suivie par des propositions d'ateliers, une continuité d'ateliers à faire à la maison.
Et chaque famille bénéficie d'un temps, c'est volontaire hein, si elle le souhaite, d'un temps d'appel d'un des animateurs. C'est un temps important parce que PSFP c'est un programme collectif et du coup ce temps-là, ce qui leur est offert, c'est un temps où ils peuvent s'exprimer individuellement et où voilà l'animateur va venir voir si tout se passe bien pendant les ateliers, mais comment se passe la mise en place des outils à la maison, si elles ont des difficultés. Et puis, c'est le moment aussi où on vient rappeler on vous attend la semaine prochaine pour continuer. Ça participe aussi à l'assiduité des familles. Donc, les outils, je vous les représenterai tout à l'heure. Et comme je vous disais, donc il y a un parcours progressif, c'est un programme probant. Donc, ce qu'on va demander aux animateurs, c'est de suivre l'ensemble des objectifs du programme. Avec le premier pilier qui est l'attention positive et les liens familiaux, puis les aptitudes de communication et pour terminer la discipline positive et non violente. Ça va me permettre de faire une pause. Je vais vous présenter, avant de vous présenter les résultats. Alors, à partir de ce témoignage, je vais vous présenter les résultats. Du coup, c'est très intéressant d'entendre les familles témoigner. Enfin, il existe d'ailleurs sur le site Clé Parentalité plein de témoignages des familles qui ont participé au programme. C'est toujours intéressant de les entendre. Elles sont finalement presque plus intéressants que les résultats officiels qu'on retrouve dans les bulletins. Donc, PSFP a un programme, comme je vous disais, probant. Il a été évalué efficacement scientifiquement par Santé publique France. Il continue d'ailleurs, hein, on continue chacun des programmes qui sont déployés partout en France, mais du coup en Nouvelle-Aquitaine suit un protocole d'évaluation de routine pour vérifier que dans la continuité, enfin sur le long terme, on continue à être fidèle à la mise en œuvre du programme et qui continue à avoir les impacts qui avaient été identifiés déjà dans la première évaluation. Donc, ce que ça démontre, c'est que on a une augmentation du sentiment d'efficacité parentale, des habiletés parentales et notamment des compétences de communication, une baisse du stress parental, aussi des symptômes de dépression et la consommation d'alcool et des autres drogues. Et chez les enfants, on va avoir une augmentation des compétences sociales. On voit aussi, de façon très intéressante, une augmentation des résultats scolaires, une augmentation de la coopération intrafamiliale et aussi chez les enfants des meilleures relations avec leur père à l'école. On voit aussi une baisse chez les enfants des troubles du comportement, des symptômes dépressifs chez l'enfant, une diminution des comportements agressifs, des conduites à risque et notamment de la consommation d'alcool et des autres drogues. Et pour la famille, globalement, une amélioration des liens parents-enfants, une communication plus positive dans la famille et aussi un partage au sein de la cellule familiale des tâches au quotidien. Et puis une diminution générale des conflits intrafamiliaux. Donc en fait, ce qui apparaît très vite à court terme sur le programme, c'est vraiment une amélioration rapide des relations intrafamiliales, du bien-être des enfants et de la santé mentale des parents. Je vais vous montrer des graphiques tout à l'heure sur une étude comparée de PSFP. Et puis, ce qui est important aussi, parce que c'est une question qu'on me pose souvent, est-ce que les familles sont assidues? Parce que 14 ateliers, c'est pas rien pour des familles. Pour ça qu'il y a un gros travail de mobilisation, vous allez voir après. En tout cas, ce qu'on observe, c'est qu'on est à 73% d'assiduité des familles, qui veut dire que 7 familles sur 10 participent à au moins 8 ateliers sur 14. Ce qui est la base de, voilà. Et ce qu'on constate aussi en qualitatif derrière, c'est que quand il manque des ateliers, c'est toujours pour des raisons de santé de l'enfant ou du parent, ou pour une reprise de travail, etc. Et pas en lien avec le programme. Et après, on a eu un taux de satisfaction de 98% sur la participation au programme. Je voulais vous montrer rapidement ces graphiques-là qui montrent en fait une étude comparée entre des familles qui ont participé au programme PSFP et un groupe contrôle, donc c'est-à-dire des familles qui ont participé à une intervention minimale, on va dire, de parentalité. Et du coup, ce qu'on voit, c'est une différence significative sur le bien-être des enfants, donc qui est évalué par un questionnaire après le programme et 6 mois après le programme, et une diminution aussi de la détresse psychologique des parents.
sachant que le graphique est pas forcément facile à interpréter puisque du coup, on voit, chez les parents qui participent au programme PSFP par rapport au groupe contrôle, ils ont une détresse psychologique et des difficultés sociales et familiales plus importantes au départ que le groupe contrôle. Une différence à l'arrivée aussi. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, PSFP, c'est avant tout avant la mise en œuvre des 14 sessions, il y a en tout, en fait, à partir de la signature de la convention avec la ville jusqu'à la fin du programme, il s'écoule 1 an à peu près. Puisque du coup, il y a un gros travail de mobilisation à faire avec les villes. Je vous parlerai après des difficultés aussi sur la mise en œuvre du programme. On va identifier un référent du programme, parce que nous, on est ce qu'on appelle le développeur local. Notre objectif, c'est de déployer le programme, de former les équipes, de les superviser, de les accompagner sur la mise en œuvre du programme jusqu'à l'évaluation. Et du coup, on a un référent local qui, lui, va être le référent du programme sur le territoire d'implantation. Avec ce référent local, on va travailler en binôme pour mobiliser les partenaires locaux. Comme je vous disais, le programme PSFP, c'est pas uniquement les 4 animateurs du programme, c'est tout en fait un ensemble de professionnels qui œuvrent sur le territoire auprès des enfants et des familles qu'on va venir mobiliser pour justement promouvoir le programme et venir mobiliser les familles sur le programme. Donc ces partenaires-là, qu'on appelle le groupe expert dans le programme, ils auront une formation de 2 jours pour bien comprendre le programme, sa mise en œuvre, les fondements du programme, et avec lesquels on travaillera aussi sur une communication efficace pour mobiliser les familles. Ensuite, les animateurs du programme, eux, alors en général, on va pas s'arrêter à 4 animateurs, puisque du coup, comme beaucoup de professions, il y a du turnover. Du coup, on va essayer toujours de former au minimum 7-8 animateurs par territoire, sachant que quand même, il faudra dans les années à venir reformer des gens. On en reparlera, ça fait partie aussi des freins à la mise en œuvre du programme. Pourquoi ? Parce que alors on a besoin de 4 animateurs sur chaque session et qu'il faut pas manquer de sessions. Les familles, elles s'engagent, mais ça veut dire qu'il faut que nous, derrière, on assure et que du coup, les animateurs soient bien présents et qu'on n'annule pas de séance. Donc ça veut dire qu'il faut que, coûte que coûte, ces animations se fassent. Et donc, on a besoin d'animateurs remplaçants. Donc, ça nous permet, d'avoir ce vivier de remplaçants sur la mise en œuvre du programme, mais aussi de pouvoir assurer la continuité du programme sur plusieurs années. Donc, une fois que tout le monde est formé, il y a un gros temps. On laisse environ passer 2 mois entre la fin des formations et le début du programme. C'est ce temps qui va être nécessaire pour faire parler du programme et aller mobiliser les familles. Que vous doutez bien que sur 14 séances, en fait, on mobilise pas les familles uniquement en distribuant des flyers. Ça veut dire qu'il y a un gros travail d'aller vers les familles pour faire ce recrutement auprès des familles. Donc ensuite, c'est le groupe expert qui se réunit pour constituer ce qu'on appelle le groupe famille. Donc, il sera constitué d'une dizaine de familles sur le programme. 10 familles, ça peut faire beaucoup de monde parce qu'il peut y avoir. Donc, je vous cache pas qu'on a 90% de mamans qui participent au programme, mais on a aussi des papas. Donc, quand on a des couples, du coup, ça peut faire beaucoup de monde. Et puis, des fois, dans la fratrie, on peut avoir 3 enfants dans la tranche d'âge. Donc, ça fait des groupes assez importants. Bon, ensuite, il y a l'animation des sessions. C'est 14 sessions que j'évoquais tout à l'heure. Et tout au long du programme, il y a une évaluation. Donc, les animateurs sont aussi formés à l'évaluation de routine, qu'on appelle l'évaluation de routine du programme, qui est assez importante. Les familles aussi remplissent un questionnaire avant le programme et à la fin du programme. Et elles ont besoin d'être accompagnées pour le faire. Et ensuite, il y a une séance qui est proposée à distance à 6 mois à peu près à la fin, suite à la fin du programme. Je sais pas si c'est très juste ce que je dis. Et on va beaucoup travailler avec le groupe des animateurs et experts sur qu'est-ce qu'on propose après le programme. Parce que du coup, la fin du programme, alors autant c'est difficile d'engager les familles sur 14 sessions, autant quand elles sont là. Et quand ça s'arrête, c'est dur. Parce que du coup, il se crée des liens entre les parents, il se crée des liens entre les parents et les animateurs. Et puis surtout, c'est un temps que les familles apprécient parce qu'il se passe des choses en fait. Il se
passe des choses avec leurs enfants, c'est un temps privilégié. Et du coup, quand ça s'arrête, ça peut être difficile, donc c'est important de penser à l'après. Et c'est là on va beaucoup travailler d'ailleurs sur la proposition des familles et sur la dernière séance, leur demander qu'est-ce qu'elles veulent après aussi. Et elles peuvent devenir après elles-mêmes force de proposition sur des actions à mettre en place. Et particulièrement quand on travaille avec les centres sociaux, c'est intéressant parce que derrière, elles proposent des choses intéressantes. Donc ça sont tous les outils du programme. Encore une fois, je vous invite à aller sur le site de Clé Parentalité, on y retrouve tous les outils. Il y a un guide d'implantation qu'on va remettre au référent local et à la collectivité qui s'engage. Des outils de communication, des outils d'évaluation, des guides d'animation du programme, groupe parents, groupe enfants, groupe famille, des vidéos animées, une plateforme. Enfin, il y a tout un programme national. On a une communauté nationale on se rencontre régulièrement et on fait évoluer régulièrement les outils en groupe. Ça, c'est l'organisation du déploiement de PSFP, justement, avec les différentes échelles. Donc, il y a un niveau national, c'est donc le CODES 06 qui est le développeur national du programme. Son rôle, il est de mobiliser et de former les développeurs, d'assurer le suivi du déploiement du PSFP en France, et de mettre à jour et de partager les outils du programme, auxquels on participe tous. On a des réunions de développeurs nationaux régulièrement pour justement participer des groupes de travail pour participer à la mise à jour des outils. Au niveau régional, on est 2 coordinatrices, donc moi-même et ma collègue Christelle Archer, qui s'excuse parce qu'elle ne pouvait pas être là du coup aujourd'hui. Elle m'aurait bien été utile parce que donc notre rôle, c'est d'assurer la certification et le suivi des développeurs en Nouvelle-Aquitaine, de mettre en place des temps d'échange de pratiques auprès de nos collègues dans les différents départements, de relayer les informations nationales auprès de l'équipe, d'assurer le suivi de l'activité, de mettre à jour les outils de suivi et de réaliser les bilans, bien sûr, et puis d'aller à la recherche des financements et de faire le lien avec les financeurs. Ensuite, au niveau départemental, on a un développeur par département. Son rôle, c'est de mobiliser les collectivités dans son département, de former les acteurs, experts et animateurs, d'accompagner les référents de sites dans toutes les étapes du projet, donc mobilisation des partenaires, des familles, mise en œuvre du programme et l'évaluation. Et puis d'accompagner les animateurs et les pratiques d'animation du programme. C'est-à-dire qu'une fois que les gens sont formés, on va continuer à superviser les pratiques dans l'animation du programme en allant faire des temps d'observation et de débriefing avec les équipes sur les pratiques d'animation. Et puis au niveau local, on a un référent par site, comme je le disais tout à l'heure. Son rôle, c'est de mobiliser les acteurs du territoire autour du programme, de coordonner le déploiement du programme, d'assurer l'organisation logistique du programme et l'évaluation, et de rechercher des financements, puisque du coup, nous, on a des financements, alors notamment du Fonds de lutte contre les addictions, mais aussi d'autres financements ARS, qui nous permet de développer le programme et de proposer des formations, enfin, du coup, la mobilisation des sites et la formation des sites et l'accompagnement des sites. Mais 4 animateurs qui mettent en place le programme sur 14 ateliers, c'est aussi un investissement important pour les collectivités et elles ont souvent besoin d'aller chercher aussi des financements. Donc, ça peut être... On va chercher souvent des financements du côté des politiques de la ville. Ça peut être la CAF aussi. Ça peut être la Mildeka dans certains... Le conseil départemental, éventuellement. C'est plus rare, mais ça peut. Voilà, on va chercher des petits financements, sachant que la communauté, soit la commune ou la communauté de communes qui s'engagent vont mettre aussi des moyens, et notamment des moyens humains importants. Au-delà du programme, je voulais juste rappeler que voilà, mettre en place le programme, c'est outiller les professionnels animateurs pour notre accompagnement des familles. On le voit et ça c'est vraiment très intéressant sur le retour des animateurs qui sont formés au programme. C'est qu'en dehors de la mise en œuvre du programme, ils disent que ça vient modifier leur pratique professionnelle. Et ça c'est très intéressant parce que ça veut dire qu'ils vont s'imprégner en fait des fondements du programme pour après les transférer dans leur pratique au quotidien. Ce qui est intéressant parce que dans les animateurs, on va avoir des référents famille, par exemple, des animateurs chez les enfants, des coordinatrices enfance-jeunesse, etc. Donc, c'est intéressant
d'avoir ce retour. C'est aussi développer des coopérations et des collaborations entre les acteurs des terrains au sein d'un territoire. Parfois, ça permet de travailler sur la connaissance et la reconnaissance des acteurs sur un territoire, et c'est très intéressant de les faire travailler ensemble, de les mettre en synergie autour de cette question de la parentalité. Et c'est aussi fournir une réponse structurée dans le cadre de la prévention des conduites à risque et de la promotion de la santé mentale. Et donc, je vais terminer par cette slide-là. En 2024, en Nouvelle-Aquitaine, on a à ce jour plusieurs sites en reconduction. Quand on parle de sites en reconduction, ça veut dire que ça fait déjà plusieurs années qu'ils mettent en place le programme en routine. Donc, on a 4 départements comme ça. On en a un dans le 79, un en Charente-Maritime, un en Creuse et un en 47. Les croix rouges, ce sont les sites qui sont en stand-by. Ça veut dire qu'ils ont déployé le programme une fois ou plusieurs fois, mais qu'à ce jour, en 2024, il n'y a pas de programme. Pour les sites qu'on appelle en primo-implantation, c'est que cette année, en 2024, ils ont mis en place ou ils sont en train de mettre en place leur premier programme. Donc c'est le cas en Charente, c'est le cas aussi en Dordogne, et c'est le cas pour un autre site de Charente-Maritime. Et du coup, en jaune, ce sont les nouvelles collectivités qui s'engagent, donc ça veut dire qu'ils sont en cours de formation et qui s'apprêtent à mettre en place le programme pour l'année 2025. Du coup, on en a un dans le 86, un en Charente, un en Gironde et un autre dans le 47 en Lot-et-Garonne. En fait, c'est intéressant cette carte parce que nous, à chaque fois, ça nous interpelle de voir qu'il y ait autant de croix rouges parce qu'on voudrait que, du coup, ça rentre en routine. Et parfois, ça fonctionne pas. On connaît les freins et il faut travailler dessus et du coup, c'est des échanges aussi qu'on doit avoir avec l'Agence régionale de santé à ce sujet-là. Mais les principaux freins, c'est les moyens que ça demande. En termes de moyens humains, il faut 4 animateurs sur chaque session, sur 14 ateliers. Ça demande beaucoup de moyens et du coup, ça peut être un frein. Alors, c'est un frein au départ à l'engagement des villes. Quand elles sont engagées, après, ça fonctionne bien. Il faut que ce soit ce qu'on voit comme un vrai levier, c'est quand il est porté par un partenariat de plusieurs structures et que ce soit pas juste à la charge de la collectivité. Et puis, le problème qu'on a, mais comme tous les programmes probants, c'est le problème du turnover. Ça veut dire que ça s'arrête souvent parce que les personnes qui ont été formées partent et que du coup il faut reformer d'autres personnes et que c'est encore des moyens supplémentaires. Alors plus on met en place de programmes sur un département et plus ça nous permet. Alors on fait un peu le jeu des chaises musicales, c'est-à-dire quand on met en place une formation sur un autre site du département, on va aller proposer aux sites qui manquent d'animateurs de venir former sur des nouvelles sessions de formation. Parce qu'effectivement, c'est compliqué pour nous, et financièrement, et aussi pour une dynamique de groupe, de remettre en place une formation pour 2 animateurs, par exemple. Voilà. Donc, c'est toute la problématique de faire perdurer, en fait, et rendre pérennes ces programmes. Voilà. Et je pense que j'ai fait le tour.